bienvenue sur les numériques pour un nouveau numéro de Jeudi Pro. On va parler aujourd'hui d'écouteurs et peut-être plus, je sais pas, peut-être plus de produits. On va commencer par les écouteurs. On va commencer par les écouteurs. Et on verra. Donc on accueille Akis Evangelidis, cofondateur de Nothing. Bonjour Akis. Bonjour. Donc Nothing, c'est une nouvelle marque assez jeune. C'est ça. Qui a plus ou moins un an aujourd'hui. Ça, on a fêté nos 1 an, du coup, le 29 octobre. D'accord. Donc ça fait à peu près 2 semaines. Ok, ouais. Et bonjour Marco aussi, qui est Bonjour. également avec nous. Bonjour. Alors Marco, je te laisse la première question. Justement, on évoquait Nothing, qui est une marque jeune, qui est fondée par vous et par Carl Pei, deux anciens de chez OnePlus. Donc là, c'est une double question pour démarrer. C'est pourquoi Nothing et pourquoi avoir quitté OnePlus? Et est-ce que finalement, c'est la question subsidiaire de mes deux questions, c'est est-ce que finalement vous cherchez avec Nothing à recréer ce que pouvait être OnePlus à ses démarrages, c'est-à-dire une marque assez geek et même très geek et à des tarifs attractifs? Non, rapidement, OnePlus, on a passé de formidables années. Je pense que c'était une vraie expérience pour nous. Après, c'était Nothing. C'était juste un petit peu, on voyait en fait au final dans l'industrie différentes opportunités, des choses qui avaient changé au cours des dernières années. Et les deux axes qu'on voulait vraiment adresser avec Nothing, c'était un premier axe d'un point de vue design. Il y a un petit peu cette monotonie au final dans l'industrie où de plus en plus les designs se ressemblent, et en tant que fan de produits tech, on voulait tout du moins essayer à l'époque est-ce qu'il y avait une possibilité de différencier un petit peu en termes de design. Après, il y a plein de contraintes d'un point de vue de la supply chain. Et le second axe qu'on voulait adresser, à l'heure actuelle, dans l'industrie, on a des acteurs, notamment Apple, qui ont un écosystème où les objets sont ultra interconnectés, une expérience ultra fluide, mais quand même assez restreinte en termes de catégorie de produits et assez fermée, bien évidemment. Et après, vous avez des acteurs qui vont faire beaucoup de produits tech, mais qui au final n'ont pas une vision concrète en termes d'écosystème. C'est-à-dire vous allez avoir différentes apps, différents produits, les produits ne vont pas communiquer l'un à l'autre. Donc avec Nothing, ce qu'on veut sur le long terme, et d'où le nom Rien, c'est vraiment créer cet écosystème au sens large, sur une plateforme ouverte, donc facilement que d'autres marques puissent intégrer, où on va pouvoir créer un genre de vie digitale à travers les différents produits autour de soi, où vraiment tous les produits communiquent entre eux de manière ultra fluide, et au point où notre expérience en termes d'utilisateur n'est pas focalisée sur un seul produit, mais sur un ensemble de produits. Et c'est à ce moment-là qu'on est dans une expérience un petit peu plus ambiante, et au final, la technologie ne se ressent plus. D'où le nom Nothing. Du coup, c'est une marque tech au sens large et qui ne se limite pas qu'aux écouteurs. Donc, si je comprends bien, c'est qu'il va y avoir un écosystème qui va aller au-delà des écouteurs, mais on en reparlera un petit peu après. Mais voilà, avant tout, c'est Nothing, c'est une marque qui se veut tech avant tout et pas que audio. Exactement. Enfin, vraiment, l'audio, c'était le premier produit, et pour un petit peu tester notre hypothèse, est-ce que les gens avaient envie de quelque chose de nouveau, quelque chose qui sort du lot, un design qui ne ressemble pas un petit peu à tout ce qu'il y a sur le marché. Et au final, on a été assez rassurés sur le sujet, et on a hâte de sortir les produits qu'on a déjà commencé déjà depuis plus d'1 an maintenant, mais qui prennent beaucoup plus de temps à développer. Donc ça, c'était un petit avant-goût. Justement, avant de parler des potentiels autres produits que vous allez sortir, on peut parler un peu des écouteurs que vous avez dans la main. Donc ils sont transparents. Donc c'est des écouteurs wireless Ear One. Donc il y a eu beaucoup de hype en amont pour ce produit. On attendait un produit complètement nouveau. Carl Pei est connu plutôt pour vouloir se démarquer dans l'industrie. Pourtant, le diagnostic des NUM, que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur le site, c'est qu'ils sont très bons, ces écouteurs. Ils sont très bons, ils font le job, mais ils sont techniquement équivalents à ce qu'on peut trouver ailleurs chez Huawei ou Oppo, par exemple, à des tarifs plus ou moins similaires. Est-ce que c'est pas un peu risqué de baser son lancement pour une jeune marque purement sur la hype ? Après la hype, effectivement, il y a plein de gens, ce mot hype est revenu beaucoup plus que ce qu'il aurait dû venir. Après, au final, ça a été un lancement d'une marque de manière générale. Donc c'est vrai qu'il y a eu un engouement dès le début, parce qu'on avait au tout début, les premiers investisseurs furent des investisseurs de renommée
assez importants dans le domaine de la technologie, donc notamment par exemple Tony Fadell, l'inventeur de l'iPod. Après on avait aussi, je sais pas moi, du Steve Hoffman de chez Reddit, Kevin Lin exactement, et même Casey Neistat, qui est moins un produit mais qui est assez, qui est un expert quand même en matière de tech. Donc il y a eu un engouement dès le début de la marque, c'est vrai. Beaucoup de personnes potentiellement s'attendaient à d'autres produits sur la première année. Après, je pense qu'on est déjà allé assez vite en un an. On a commencé à développer des produits qui prennent plus ou moins de temps à développer. Ça, c'était un produit qui, effectivement, on est sur un segment qui est assez mature. On ne va pas aller réinventer la roue. Donc c'était vraiment ramener sur un produit un design différenciant et qui allait vraiment répondre aux besoins fondamentaux qu'on attend sur ce genre de produit, donc c'est-à-dire réduction de bruit actif, une bonne qualité sonore, pouvoir faire des appels sans forcément entendre tout ce qui se passe autour. Donc oui, voilà, on n'a pas voulu aller se différencier sur les fonctionnalités du produit parce que ça fait un moment qu'on trouve ce type de produit. Mais après, on a quand même prouvé par cette approche de design, de différenciation en termes de design, qui a quand même marché. Il y a une certaine demande. Il y a eu un vrai engouement dès le début. Beaucoup le mot hype qui a été utilisé. Mais au final, on n'a fait que lancer un produit, entre guillemets. Les gens ont commencé à en parler de plus en plus. Les médias en ont parlé. Tout le monde en parlait. Vous avez vous-même parlé d'un produit assez dingue qui allait sortir. C'est pas seulement les médias, pas seulement le public qui s'est hypé lui-même, si je peux me permettre. Non, au final, enfin, c'est juste que effectivement, on a eu plusieurs. Il y a une certaine attente qui s'était construite autour de la marque et des ambitions de la marque. Encore une fois, après, c'était un premier produit. Je pense que la vision de la marque va se matérialiser au fur et à mesure des années. C'est un premier produit qui, encore une fois, fait le job sur ce qu'on attend de ce genre de produit. L'accessibilité prix, effectivement, c'est un produit qui est accessible, mais c'est pas non plus notre argument de vente. Pour nous, c'était vraiment un design différenciant et un produit que nous-mêmes, en tant qu'utilisateurs, on veut utiliser. Et jusqu'à présent, le produit s'est bien vendu. On a vendu. Du coup, vous parlez de vente. Quels sont à combien d'exemplaires vous en avez vendu dans le monde et en France? Est-ce que vous avez des chiffres à nous communiquer? Bon, vous avez parlé de 200 000. France spécifique, faudrait que je regarde, mais du moins monde, pour l'instant, on a plus de 350 000 d'unités en commande et on a vendu 220 000, un peu plus de 220 000. Donc c'est un produit qui se vend et c'est vraiment de rattraper un petit peu la demande et ça devrait s'améliorer d'ici la fin d'année, notamment pour la période de Noël. Mais pour l'instant, le produit se vend très bien. Donc on a bien compris que le design, c'était l'élément différenciant sur lequel vous avez joué pour ces produits-là, que vous allez jouer pour les prochains. Est-ce que vous travaillez sur un nouveau modèle d'écouteur? Est-ce que celui-ci va évoluer tout en gardant la même design? Quel est le next step, en tout cas pour la partie audio? Non, bien évidemment, après il va y avoir une continuité, on va pas s'arrêter là. Mais après, à partir de l'année prochaine, on va également commencer à adresser plusieurs catégories de produits et pas uniquement de l'audio. Et c'est là que cette vision d'écosystème a commencé à se matérialiser de manière beaucoup plus concrète. Et du coup, cet écosystème en devenir, est-ce qu'on peut l'évoquer? Bon, c'est pas un secret pour personne, on parle beaucoup de smartphones. Vous venez l'un et l'autre, en plus de OnePlus, qui a marqué avec des smartphones plutôt de qualité. Du coup, est-ce que la prochaine étape, c'est un smartphone Nothing? À l'heure actuelle, on a 5 produits en cours de développement. L'avenir, on dira quels sont ces produits et quelle catégorie on va adresser. Mais encore une fois, voilà, cette vision en termes d'écosystème va commencer à se matérialiser l'année prochaine et au fur et à mesure des années, on va encore une fois adresser de plus en plus de catégories en termes de produits. Votre partenariat avec Qualcomm suggère fortement le smartphone. Bon, on comprend que vous ne pouvez pas en parler pour le moment. Mais... À voir, après Qualcomm font autre chose que du smartphone. Des montres connectées, par exemple. Mais voilà, ils vont vraiment nous aider dans cette vision d'écosystème sur le long terme. Ouais. Le téléviseur, notamment, c'est un segment sur lequel OnePlus, à l'époque où vous étiez chez eux,
J'ai cru comprendre à l'époque quand on en discutait qu'effectivement c'était une plateforme sur laquelle vous misiez beaucoup pour l'avenir. Est-ce que du coup le téléviseur c'est pas une plateforme sur laquelle on peut vous voir prochainement aussi? On veut des éventuellement, billes, mais pour l'instant c'est pas du tout dans les plans, pas un téléviseur. Non, c'est trop gros. C'est trop gros et en vrai après un téléviseur c'est d'un point de vue logistique etc. c'est un niveau de complexité qui n'est pas des moindres. Surtout en ce moment, avec les pénuries, quoi. Pénurie, les téléviseurs, c'est pas une catégorie de produits qui est facile à gérer. Et même pour lancer une marque de hardware aujourd'hui, en pleine pénurie de composants, ça paraît compliqué ou pour vous ça a été? En vrai, ça a été. Après, on n'a pas non plus des volumes que d'autres concurrents qui sont dans l'industrie depuis plusieurs années font face, mais pour l'instant ça a été, et surtout que l'année prochaine ça va beaucoup s'améliorer sur la partie des composants. Ouais. Ouais. Alors du coup vous avez parlé des investissements de Tony Fadell, Kevin Lin, Steve Huffman de Reddit aussi, et il y a aussi Google Ventures. Au-delà de tous ces soutiens financiers, qu'est-ce que ces investisseurs vous ont apporté en termes d'accompagnement, par exemple, pour lancer votre marque? C'est différents accompagnements. Après, Tony Fadell a une expertise produit qui a été prouvée par le passé. Donc, c'est quelqu'un qui nous accompagne énormément sur le développement produit et qui chaque itération des différents prototypes, etc., a son mot à dire. Donc, c'est cool. Et après, voilà, par exemple, après, il y a de l'aide sous d'autres formes. Cinestat parle énormément des produits. Il est très content, notamment de A1, donc il en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, et ce qui nous a permis d'avoir beaucoup d'acheteurs aux États-Unis. Après Google Ventures, pareil, ils ont un gros portefeuille de marques, et notamment StockX, avec qui on avait lancé les A1 à l'époque. Donc ça nous a permis de faire des campagnes qui ont permis de créer cette hype sur le marché. Donc voilà, chaque investisseur a des profils différents, mais qui ont une vraie valeur ajoutée au final, d'une manière ou d'une autre. Si Google vous proposait de vous racheter demain pour compléter leur gamme Pixel Buds, non, pas tout de suite, on a encore beaucoup à faire. Justement, par rapport à votre levée de 50 millions, au final, nos camarades de ZDNet avaient une question à vous poser. Alors, vous venez de lever 50 millions d'euros pour vous lancer sur le hardware, vous avez sorti une première gamme de produits avec des écouteurs. On vous prête des intentions d'aller sur le marché du smartphone. Ma question est la suivante. Est-ce que 50 millions d'euros, c'est pas un peu léger pour se lancer sur ce segment? Je m'explique. Par le passé, il y a de grands noms de la tech, Dell par exemple, HP par exemple, Nokia, qui se sont brûlés les ailes à vouloir dominer le marché du smartphone. Parce que c'est une économie de cash burning, il faut énormément d'argent pour arriver à se maintenir sur la première place, et ces acteurs ont finalement échoué. Est-ce que 50 millions d'euros, c'est pas un peu trop léger pour justement aller dans cette direction? Effectivement, c'est pas beaucoup, et c'est pour ça que c'était notre premier levée uniquement. Donc il va y avoir une seconde levée prochainement, et au final, ça est partie du cycle de développement de la marque, mais effectivement tout est pris en considération, et on sait quand plus ou moins on va lever, combien il faut qu'on lève pour lancer les produits qu'on a en cours de développement. C'est obligatoire aujourd'hui pour une marque de hardware qui fait différentes catégories de produits, justement cette intégration des produits, d'avoir son écosystème je pense tout simplement connecté. il n'y a personne qui a pour l'instant réussi le pari de manière cohérente et au sens large du terme. C'est-à-dire tout le monde, ça fait des années qu'on parle d'écosystème, et pour une partie du grand public, même écosystème, c'est un mot que les gens ne comprennent pas. Ouais. Et je pense qu'il n'y a aucune marque qui a vraiment réussi à faire ça au sens large. À part Apple. Mais encore une fois, au sens large, c'est-à-dire que Apple, c'est des catégories très spécifiques qui sont énormes, bien évidemment. Mais nous, on a du moins envie d'essayer de faire ça. Encore une fois, enfin, il y a plein. Et pour moi, c'est une façon aussi d'accélérer l'adoption de certains produits tech, parce qu'on peut avoir, par exemple, des lampes connectées, des prises connectées, etc. Mais 95% du marché, ça reste des produits ultra tech, ultra geek, et qu'il faut vraiment être un connaisseur en la matière pour aller utiliser ce genre de produits. Donc, amener un écosystème de produits avec un design qui peut être apprécié, et en plus de ça, avoir une expérience utilisateur qui fait que tout est
peut être intégré de manière ultra simple. C'est un petit peu le pari qu'on a envie de tenter avec Nothing. Donc, du coup, le prochain rendez-vous qu'on peut se donner, il aura lieu quand ? Quand est-ce que vous L'année prochaine, on a une petite petite surprise d'ici la fin de l'année. Également, on a quelques petites actualités. On va sûrement accepter les paiements en crypto sur notre site d'ici la fin de l'année. Et du coup, le reste des produits va arriver l'année prochaine. OMWC ? Non, pas si tôt. On va peut-être prendre la parole sur 2-3 sujets OMWC, mais les produits viendront plus tard. Alors juste une dernière question qui sera peut-être un peu tirée par les cheveux, mais si elle l'est, arrêtez-moi. Mais vous avez sûrement remarqué que dans le monde de la tech, on parle beaucoup du métaverse dernièrement. Ouais. J'ai entendu un argument assez intéressant qui disait que le métaverse devrait plutôt être audio plus que vidéo. Parce que concrètement, est-ce qu'on a vraiment envie d'être immergé, avoir un écran, que ce soit par des lunettes ou un casque, est-ce qu'on a vraiment envie de ça ? Est-ce qu'on a vraiment envie d'être immergé, que ce soit par le travail ou pour les consommateurs, mais pour le travail, est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir des petits avatars 3D de nos collègues, même si on s'aime bien et tout, mais est-ce que ce serait pas plus intéressant pour le travail notamment, le côté entreprise, de proposer un audio de qualité. C'était l'argument que j'ai entendu et je trouvais ça assez intéressant. Et est-ce que vous explorez un peu ça, notamment via l'écosystème que vous essayez de mettre en place Ouais, on a... En fait, si on réfléchit un petit peu la métaverse d'aujourd'hui, c'est un petit peu notre smartphone. On a toute cette vie digitale à travers de nos smartphones. Et au final, si on réfléchit la métaverse de demain, c'est effectivement... de la manière dont ça a été présenté, beaucoup de VR, de AR, etc. Et c'est là qu'on a, je pense, qu'on réfléchit à comment on va positionner Nothing dans ce contexte-là. C'est un petit peu l'entre-deux au final, où on ne va pas imposer un choix aux utilisateurs d'être dans la métaverse ou pas, mais c'est comment, via les objets autour de nous, les différents écrans, différents supports, comment on peut créer un genre de modèle hybride au final, où la métaverse, ça va pas uniquement... après l'audio, ça peut être un des éléments, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, la façon dont ça a été présenté et de la façon dont on l'imagine, c'est vraiment on va avoir le casque, visuel, etc. Ouais. Donc, comment au final cet écosystème peut intégrer autour de nous et avoir la métaverse un petit peu hybride où on va pas avoir à choisir entre la vie réelle et la vie digitale. Ouais. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on y réfléchit et à voir, mais je trouve ça assez intéressant. Voir est-ce que ça va être vraiment un choix ou on peut vraiment amener les deux ensemble de manière à ce pas que les gens aient un casque. Dans 20 ans, les gens se promènent avec un casque sur les yeux, quoi. Ouais. C'est noté. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Merci Carl pour la